je suis Régis Chamagne. J'ai eu une carrière de pilote de chasse dans l'armée de l'air française. Je suis passé par l'école de l'air, donc j'ai fait maths sup, maths spé, l'école de l'air en 1977. Et j'ai arrêté ma carrière après avoir commandé une base aérienne à Bordeaux-Mérignac. J'ai décidé d'arrêter là et à ce moment-là, j'ai publié un livre de stratégie aérienne, L'art de la guerre aérienne, qui a été primé par l'Académie des sciences morales et politiques. Aujourd'hui, je suis responsable national pour les questions de défense d'un jeune parti politique, l'Union populaire républicaine. La réunion publique de ce soir m'est venue d'une discussion avec un camarade de l'UPR à Toulouse qui me disait, donc il s'appelle Abel Ben Mohamed, et il me disait, dans mon quartier, les gens ne savent plus où ils habitent. Ils sont largués. Ils votaient tous socialistes parce qu'ils pensaient que les socialistes les protégeaient. Et puis, ils sentent une islamophobie rampante monter en France, organisée par les médias, ils ne savent plus où ils habitent. Alors, je lui ai dit, bah, écoute, Abel, organise une réunion, et puis moi, j'irai leur parler. De quoi? De la France. Dans cette période où tous les repères semblent se bousculer, dans cette période où l'inversion sémantique est la règle dans nos médias dominants, où on appelle plan social ce qui est un plan antisocial, avec une inversion parfaite, orwellienne, hein, la paix c'est la guerre. Dans cette période-là, on ne sait plus qui nous sommes, on ne sait plus où nous habitons. Alors il faut revenir au début. Qu'est-ce que la France? Qu'est-ce que le peuple français? Qui sommes-nous? Qu'est-ce qui fait que nous pouvons dire nous les Français, que nous nous appelions Patrick, David, Mohamed, Gwenola, Maria, Pedro, tous Français, qu'est-ce qui fait que nous pouvons dire nous les Français? Nous avons un destin en commun. Alors il faut remonter au début. Qu'est-ce que c'est que la France? D'abord, c'est un espace géographique, l'Hexagone en tout cas, et c'est un bel espace géographique. Harmonieux, 1000 km du nord au sud, 1000 km de l'est à l'ouest, 500 000 km², un hexagone, une forme harmonieuse, équilibrée, avec 6 façades, 6 côtés, 3 côtés maritimes, 3 côtés terrestres, dont 2 sont des frontières naturelles, les Pyrénées et les Alpes, prolongées par le Jura et un bout du Rhin. Un seul côté n'est pas une frontière naturelle, et c'est du reste par ce côté-là que sont venus souvent nos ennuis. C'est un espace géographique, un bel espace géographique qui, quand j'étais à l'école primaire, il y avait la carte de France de Vidal-Lablache au mur. Cette carte, finalement, elle représentait, elle personnifiait la France. C'est un espace géographique, donc, disais-je, naturellement protégé, à part sur un côté, qui aspire les gens qui y vivent à l'unité politique. Contrairement à d'autres peuples qui se sont développés et qui cherchent leur espace vital, comme l'a dit un certain chancelier célèbre, allemand, l'espace vital, contrairement à ce genre de peuple, ce genre de pays, la France est un espace naturel qui invite les gens qui y vivent à l'unité politique, à se réunir et à être cohérents. C'est aussi, quand on prend un peu de hauteur, qu'on regarde l'ensemble du continent eurasiatique, c'est aussi la pointe occidentale du continent. C'est-à-dire que, imaginez les hommes de tout temps qui suivent la courbe du Soleil et qui cheminent vers l'ouest, eh bien naturellement, ces hommes, ils arrivent là, ils arrivent chez nous. Soit par la Méditerranée, soit par le nord-est, puisqu'il y a cette barrière des Alpes. Et donc, dans sa géographie, la France est un pays d'invasion. D'ailleurs, l'histoire de France est une constellée d'invasions successives. Je ne remonterai pas, si, je vais remonter jusqu'au néolithique. Il y a 5000 ans,
la civilisation néolithique est arrivée chez nous. Elle n'a pas été endogène, elle est arrivée chez nous par deux côtés. Par le sud, par la Méditerranée, avec la culture cardiale qui venait du croissant fertile, et par le nord, la culture rubanée qui venait d'Asie mineure. Donc déjà, il y a 5000 ans, les gens qui ont peuplé, les peuples du néolithique qui ont colonisé la France, sont arrivés par deux côtés et avec deux cultures différentes. Ça donne déjà un élément de ce qu'est la France, une diversité culturelle. Et puis ensuite, il y a eu les Celtes, qui sont arrivés au 8e siècle, 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, la culture de Hallstatt, puis au 5e siècle, deuxième poussée vers l'ouest, la culture de la Tène. Et ce sont les Celtes qui, en prenant possession de notre territoire, ont formé le creuset de ce qu'est le peuple français aujourd'hui. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, grande diversité géographique. Enfin, oui, grande diversité humaine liée à la géographie. Mais grande diversité géographique aussi. Il y a des montagnes jeunes, les Pyrénées, hautes, abruptes. Il y a des montagnes anciennes, des massifs montagneux anciens, comme le Massif central, avec des volcans éteints, comme le massif des Vosges, le massif armoricain, des grandes plaines, 4 fleuves qui irriguent notre pays, et donc avec des points de passage de l'un à l'autre faciles. C'est un pays d'une grande diversité géographique et géologique, ce qui explique qu'il y a une grande diversité d'habitats en France. Les maisons bretonnes en granit de la pointe du Raz, de l'extrême pointe du Finistère, les toits en lauze du Massif central, de l'Aveyron, les toits en ardoise de la vallée de la Loire, le calcaire du bassin parisien, tout ça donne une grande diversité de types d'habitats. Et cette diversité d'habitats, cette diversité géologique et géographique est en plus augmentée d'une diversité climatique. La France est soumise à 3 types de climats. Le climat continental ou semi-continental, le climat océanique et le climat méditerranéen, dans un espace de 500 000 km², 1000 km du nord au sud, 1000 km de l'est à l'ouest. C'est le seul endroit au monde où coexistent ces 3 climats. Le seul endroit au monde. Interrogez n'importe quel Français, d'où qu'il soit, il vous dira « Oh, chez nous, il y a un microclimat ». Il n'y a pas un autre pays au monde où les gens disent ça. En France, il y a 36 000 communes, il y a 36 000 microclimats. Il n'y a aucun pays au monde où les gens vous disent ça. Et ça relève d'une réalité qui est qu'effectivement, nous sommes soumis à 3 types de climats, dans un espace très restreint, donc avec des zones floues où les climats se mélangent. Et cette grande variété climatique, si l'on y ajoute le Gulf Stream qui, du côté océanique, apporte un climat tempéré, globalement tempéré, donc où il fait bon vivre finalement, ceci ajoute à la diversité par la végétation. Ces différents types de climats font qu'en France, il y a une très grande variété de végétation. Moi qui ai été pilote des chasses, je peux vous dire une chose simple. Quand on survole la France aux commandes d'un avion de chasse, en basse altitude, c'est-à-dire à une hauteur d'environ 200 mètres, à une altitude d'environ 800 km/h, que l'on trace une ligne droite de n'importe où à n'importe où en France, en moyenne, toutes les 5 à 6 minutes, on change de paysage. C'est-à-dire qu'on change de relief, de végétation et d'habitat. Toutes les 20 à 30 secondes en moyenne, on voit un très beau château. La France est d'une diversité, d'une richesse et d'une beauté à couper le souffle. Allons-nous laisser Monsanto nous pourrir ça avec ses OGM?
où les compagnies pétrolières nous cassaient le paysage avec le gaz de schiste, l'exploration du gaz de schiste. Allons-nous laisser faire ça? Alors, je viens de le dire, la France, un espace géographique très beau, très diversifié, très riche. À la pointe occidentale du continent, point de convergence de tous les flux migratoires. Quand on me dit français de souche, je dis mais où est la souche? Avant l'invasion des Romains? Avant l'invasion des Huns venus d'Asie? Avant l'invasion des Ruthènes, des Burgondes, des Alamans, des Vandales qui ont traversé la France, continué en Espagne et pour finir en Tunisie? Avant l'invasion des Vikings? Avant l'invasion des Arabes? Avant les immigrations venues de Pologne, puis de nos anciennes colonies? Où est la souche? On la met où, la souche? Je vais aborder maintenant un autre aspect de la France, et plus particulièrement du peuple français. À travers l'anthropologie et les structures familiales. Pourquoi parler de l'anthropologie et des structures familiales? Parce que chaque type de famille qui constitue un groupe humain porte en elle des valeurs, et que ces valeurs sont les valeurs du groupe humain. Alors je m'appuie pour cela sur des livres d'Emmanuel Todd, à l'origine des structures familiales, et sur 2 livres qu'il a écrits, donc Emmanuel Todd a écrit avec Hervé Lebras, un démographe, L'invention de la France et le mystère français. Emmanuel Todd écrit qu'à l'origine, les peuples de chasseurs-cueilleurs, donc avant la sédentarisation et le néolithique, la structure familiale des peuples de chasseurs-cueilleurs était la structure nucléaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'atome de base de la famille est constitué des parents et des enfants. Et quand les enfants se mettent en couple, quand une jeune femme et un jeune homme décident de fonder une famille, à ce moment-là, ils vont construire leur nid à l'écart des parents. À l'époque, il n'y avait pas de problème de limitation de nourriture, donc tout se passait bien. Et ces familles étaient en fait engerbées dans une espèce de continuum familial. Et puis, quand le groupe était trop nombreux, ils se séparaient, ils s'aimaient, et les tribus continuaient à progresser et à se nomadiser. Et puis, à un moment donné, la densité de la population, de l'espèce humaine sur Terre a été telle que les gens se sont petit à petit sédentarisés. C'est-à-dire que les groupes se rencontraient de plus en plus souvent, ça a commencé à délimiter des frontières, ils se sont retrouvés dans des espaces restreints, donc avec une limite de ressources, avec des ressources limitées, et à partir de ce moment-là, les structures familiales ont évolué vers plus en plus de complexité. Tout cela pour répondre à un besoin simple qui est le besoin de survie et de reproduction de l'espèce humaine. Schématiquement, on peut dire que quand les enfants qui se marient vont construire leur nid à côté, enfin à part celui des parents, on a affaire à une famille libérale. C'est la liberté. Les enfants se mettent en couple, ils sont libres, ils vont construire leur nid à l'écart de celui des parents. Quand les enfants restent dans le foyer des parents, même mariés, sous l'autorité du patriarche, on a affaire à un type de famille autoritaire. La façon de s'organiser pour survivre, avec des ressources limitées et avec un voisinage pas toujours sympa, cette façon-là détermine des valeurs sociétales. Donc on a dit libérales ou autoritaires. Évidemment, il y a des phases transitoires. On est plus ou moins libéral ou plus ou moins autoritaire. Je prends les cas extrêmes.
quand, pour la survie de l'espèce, à la mort des parents, on partage le patrimoine, les ressources, en parts égales entre les enfants, on a affaire à un type de famille égalitaire. En revanche, quand tout le patrimoine revient à un seul des enfants, généralement c'est l'aîné des garçons, on a affaire à un type de famille inégalitaire. On a donc là 4 combinaisons. La famille libérale égalitaire, c'est la famille nucléaire dont je vous ai parlé précédemment. La famille libérale inégalitaire, c'est la famille anglaise, que Emmanuel Todd appelle la famille nucléaire absolue. Les enfants, effectivement, construisent leur nid à l'écart de celui des parents, mais au moment de la succession, tout revient à un seul des enfants. La famille souche, qui est inégalitaire et autoritaire, c'est le modèle allemand ou japonais. Là, au moment où les enfants se mettent en ménage, l'aîné des garçons reste sous le toit des parents, les autres s'en vont, et ensuite il prend la succession. Et enfin, la famille autoritaire égalitaire, c'est la famille communautaire, c'est le modèle russe, chinois, vietnamien, serbe. Quand les garçons se mettent en ménage, ils restent sous l'autorité des parents, donc avec le patriarche, donc on peut avoir plusieurs familles au sein du même foyer, et au moment du décès des parents, après un temps relativement court, ils se partagent à égalité le patrimoine et ils constituent chacun leur famille. Donc on a là 4 types de familles. 4 types de familles qui définissent des valeurs profondes de la société. Je fais une parenthèse pour dire que quand nous jugeons un autre pays, parce que ces valeurs fondamentales de la société, elles vont avoir une influence sur la façon dont la société va s'organiser, sur le type de régime politique qui vont émerger. Quand nous jugeons un autre pays à l'aune de ce que nous sommes, sans prendre en compte les valeurs profondes du peuple en question, nous faisons une faute de raisonnement colossale. Tous les médias aujourd'hui vous disent « Poutine est autoritaire, c'est un scandale, c'est une honte ». Ce n'est ni un scandale ni une honte, c'est normal, parce que la société russe est autoritaire et égalitaire. C'est le modèle de la famille communautaire. Donc c'est tout à fait normal. La société russe, autoritaire, égalitaire, a élu un président à son image. Et il n'y a pas à s'offusquer de cela. Alors la France, anthropologiquement, la famille, eh bien là encore, c'est le BINS. Sous l'angle anthropologique, la France ne devrait pas exister. Il y a une multitude de types de familles en France. Il y a le modèle du sud-ouest et de l'Alsace, qui est inégalitaire, autoritaire, c'est la famille souche. Il y a le modèle de la famille du nord-ouest du Massif central, le Limousin est un peu élargi, en croissant, qui est communautaire, donc autoritaire, égalitaire. Je fais une parenthèse pour dire que ce modèle-là, c'est le modèle qui convient au système communiste. C'est d'ailleurs un pays, enfin une région de France où on vote communiste. Je veux dire, les pays dont le modèle familial est autoritaire, égalitaire, sont des pays où le communisme s'est développé de façon endogène. Le grand bassin parisien, le modèle est la famille égalitaire libérale, liberté, égalité. Famille nucléaire. En Bretagne, famille égalitaire. Enfin, sur le bassin méditerranéen, le long du bassin méditerranéen, on a un type de modèle égalitaire, plus ou moins libéral, plus ou moins autoritaire, parce qu'il y a des étapes, je vous ai dit, des étapes intermédiaires dans la complexification des familles. Bref, la France, qui est d'une grande diversité géographique, qui est d'une grande diversité géologique,
qui est d'une grande diversité climatique, qui recèle des écosystèmes extrêmement divers. En plus, le peuple qui y vit est très divers sur le plan anthropologique. Comment voulez-vous gouverner un pays pareil? C'est ce qui fait que, finalement, l'histoire de France s'est toujours cristallisée autour de cela. Nécessité de cohésion dans un espace géographique qui nous y appelle et tentation permanente de la division par notre grande diversité. L'histoire de France est une respiration permanente entre la tentation de la division et la nécessité de cohésion quand la France est menacée de disparaître, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, je ne vais pas faire un cours d'histoire là-dessus, simplement rappeler certaines choses. Dans les 5 volumes du livre « L'histoire du peuple français », la partie consacrée aux Gaulois jusqu'au Moyen-Âge, écrite par Régine Pernoud. Régine Pernoud écrit ceci. Donc à l'époque, je vous rappelle, ce sont les Celtes qui vivent en France. Donc il y a une unité, une cohésion. Ils ont à peu près la même langue, ce sont des tribus autonomes, ils parlent à peu près la même langue, ils ont les mêmes types de croyances, ils ont les mêmes divinités, ils adorent les mêmes dieux, ils ont les mêmes façons de vivre. Donc il y a une cohésion, une cohérence dans tout le territoire. Et Régine Pernoud écrit ceci: ce qui étonne tous les historiens, c'est que quand on analyse la façon dont vivaient les Celtes en Gaule il y a 2500 ans, 2300 ans, quand on regarde les Celtes et qu'on regarde les Français aujourd'hui, c'est les mêmes. Malgré tous ces apports successifs de flux migratoires, d'invasions dans tous les sens, le peuple français n'a fondamentalement pas changé depuis plus de 2000 ans. Est-ce que cela tient au génie du peuple français qui assimile naturellement et facilement les gens venus d'ailleurs? Ou est-ce que tout simplement ça tient à notre espace géographique qui fait que quand les étrangers, les immigrants arrivent chez nous, naturellement ils s'y sentent bien et assez facilement ils s'adaptent aux us et coutumes locales? Je ne sais pas le dire, en tout cas c'est un fait. Elle décrit les Celtes, Régine Pernoud, si une phrase devait résumer le peuple celte, c'est un peuple rural d'hommes libres, extrêmement individualiste, ne supportant pas l'autorité, mais un peuple doué, extrêmement doué. Ils avaient inventé plein de choses. Ils avaient inventé l'agriculture, l'enrichissement de la terre par la terre. Ils avaient inventé des outils agricoles qui ensuite se sont répandus dans toute l'Europe, la charrue. Ils avaient inventé la charcuterie. C'était d'excellents artisans. Les bijoux fabriqués en Gaule se sont répandus dans toute l'Europe, dans tout le monde romain. Ils ont inventé l'étamage, ils ont inventé le savon. C'était des gens très propres corporellement. La famille gauloise était donc une famille nucléaire. La femme avait une importance à égalité avec l'homme, même pour les décisions très importantes comme faire la guerre ou faire la paix. Donc, on retrouve en fait ces qualités-là dans les Français d'aujourd'hui. Et aussi, c'était un peuple... alors, ils avaient inventé des modes vestimentaires différentes de celles des autres d'Europe, en particulier le pantalon, les galoches, ces chaussures de cuir montantes, des tuniques. En fait, ils avaient inventé des vêtements qui s'adaptaient bien au corps humain et à la façon de bouger, bien mieux adaptés, bien plus évolués que la toge et les sandales que portaient les Grecs et les Romains. Du reste, quand Hannibal a traversé le sud de la France, il a rééquipé son armée en galoches et en vêtements gaulois.
parce que c'était mieux adapté pour bouger, pour courir, pour faire la guerre. Mais ils avaient aussi ce défaut d'être extrêmement versatiles. On retrouve ça encore aujourd'hui. Grande versatilité du peuple gaulois. Il s'étripait souvent. Et comme il y avait une tradition orale, il n'y avait pas d'écrit en Gaule, tout se faisait par tradition orale, il y avait chez les Gaulois, les auteurs romains le notent, cette admiration de l'homme qui parle bien, du beau parleur. On retrouve ça aussi. Et finalement, Jules César, dans sa conquête des Gaules, s'est appuyé sur ces travers des Gaulois pour jouer des divisions et pour s'emparer de la Gaule. Là, c'est malgré une tentative d'un chef Arverne, donc pas loin d'ici, Vercingétorix, de réunir des tribus gauloises pour faire face à l'envahisseur, eh bien, Jules César a fini par, en caressant certains chefs, en leur promettant des choses, finalement à faire que sa conquête soit une réussite. Il a joué de ses défauts inhérents au peuple gaulois, au peuple celte. Et on retrouve dans toute l'histoire de France cette matrice-là, cette tentation de la division permanente, avec parfois les élites qui trahissent le peuple, sans qu'on ne leur demande. Ça a été le cas des élites gauloises sous la conquête romaine, ça a été le cas Charles VI, qui a déshérité son fils Charles VII pour donner la couronne de France à l'Angleterre. Si bien qu'à partir de Charles VI, le roi d'Angleterre s'appelait roi d'Angleterre et de France. Bon, ça a cessé au XIXe siècle. Ça a existé sous Louis XIII. Ça a existé sous la Commune de Paris, où l'État français a pactisé avec l'ennemi, lui a donné l'Alsace et la Moselle pour regrouper ses forces et mater la rébellion du peuple parisien, mater sévèrement pour qu'il n'ait plus envie de recommencer. Et ça a existé plus récemment sous la collaboration, et avant la collaboration même, quand les élites françaises ont fait le choix de la défaite, comme le dit Annie Lacroix-Rise, ont fait le choix de l'ennemi contre les intérêts du peuple français, et contre l'intérêt général, contre la France. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque comme celle-là, où depuis 30 ans, les élites trahissent la France, et il est temps de se relever. Heureusement, à chaque fois dans l'histoire de France, au pire moment, le peuple s'est toujours réveillé et s'est toujours réuni. Alors, l'histoire de France ne s'arrête pas là. Il y a, je vous l'ai dit en parlant de l'anthropologie, la très grande diversité anthropologique du peuple français. On peut dire que, allez, à partir des Capétiens, on va dire, l'histoire de France est structurée autour de cette volonté du pouvoir central d'occuper l'espace géographique de l'Hexagone contre la périphérie, contre les baronnies locales, contre le duc d'Aquitaine, le duc de Bourgogne, le duc de Lorraine, etc. Et en fait, il a fallu 1000 ans pour que le centre conquiert la périphérie et, avec cette conquête, impose un modèle anthropologique libéral égalitaire. Modèle que l'on retrouve inscrit dans notre triptyque républicain liberté, égalité, fraternité. 1000 ans de guerre civile pour que finalement le modèle du grand bassin parisien l'emporte et dicte sa loi à l'ensemble de l'Hexagone. Les anthropologues, Emmanuel Todd et Hervé Lebras, considèrent que en fait, la Révolution française
sous l'angle anthropologique, est ce moment où le peuple français s'est dépassé par le haut, a dépassé toutes ces différences anthropologiques par le haut à travers les valeurs d'universalisme et d'humanisme. C'est un dépassement anthropologique, c'est une transition de phase de la société française qui adopte, à travers des valeurs d'universalisme et d'humanisme, un modèle libéral et égalitaire. Et d'ailleurs, on peut se demander si les tenants de l'Europe n'ont pas joué sur cette corde, n'ont pas appuyé sur cette corde sensible en nous présentant l'Europe comme un nouveau dépassement vers encore plus d'universalisme et encore plus d'humanisme. En fait, ils nous ont dit ce que nous avions envie d'entendre. Ce qu'ils ne nous ont pas dit, c'est que, en fait, le modèle anthropologique européen qui allait s'imposer, c'est le modèle allemand, inégalitaire, autoritaire. Donc l'inverse du modèle français. D'ailleurs, c'est assez amusant, parce que quand vous prenez l'Allemagne et la France, elles sont inverses. Ce sont le blanc et noir. C'est exactement l'inverse l'une de l'autre sur le plan anthropologique, comme les États-Unis et la Russie. Ils sont anthropologiquement inversés. C'est le négatif l'un et le négatif de l'autre. Ça mériterait de faire des études plus poussées pour voir un peu les conséquences géopolitiques que ça peut avoir. Donc voilà, dépassement anthropologique au niveau de la Révolution française, et finalement, on s'est fait avoir. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui écrivent, des historiens, mais pas que des historiens, des journalistes, qui, s'appuyant sur des travaux historiques, nous disent qu'il faut déconstruire notre roman national, qui a été construit au XIXe siècle, pour justement agréger le peuple français très divers autour d'une idée, autour d'un idéal, autour d'une belle histoire. Et ces gens qui nous disent qu'il faut déconstruire le modèle, le roman national, c'est pour le remplacer par un roman européen. Au nom de « je n'aime pas le nationalisme », ils veulent nous imposer un européisme, un ultranationalisme, un supranationalisme, plus exactement. Alors, s'ils écrivent ce roman européen, il va falloir qu'ils écrivent l'épilogue. Et l'épilogue, c'est l'Europe du Troisième Reich et son enfant naturel, l'Union européenne. Ça m'amène à une deuxième partie de mon intervention, les origines de nos malheurs actuels. Ce que peu de gens savent, c'est qu'en fait, l'Union européenne, au départ, relève d'une volonté américaine. En fait, les Américains se sont appropriés cette idée de la Neue Europa chère à Adolf Hitler, se la sont appropriés pour en faire un outil de division des peuples, des nations, de destruction des nations européennes, plus exactement, en les agglomérant au sein d'une entité qu'eux contrôlent depuis l'extérieur. D'où viennent les structures de l'Union européenne? D'un certain Walter Hallstein. Walter Hallstein était un juriste nazi, le juriste nazi d'Hitler. Il était doyen de la faculté de Rostock et en 1938, au mois de juin, aux alentours du 20 juin, entre le 19 et le 23 de mémoire, Hitler l'a envoyé en Italie pour travailler avec ses camarades fascistes italiens, juristes, à la construction d'un droit européen, d'une constitution européenne, sous la botte nazie. Walter Hallstein donc, a fait son travail. Au mois de mars 1939, Walter Hallstein
présente une conférence qu'on a appelée le discours de la conquête à Rostock, devant tous les notables de la ville, discours dans lequel, sous l'angle du droit et dans une novlangue parfaite, il explique que l'Allemagne va conquérir toute l'Europe. C'était quelques mois avant l'Anschluss. À la fin de la guerre, Walter Hallstein est fait prisonnier il est officier de la Wehrmacht, il est fait prisonnier à la bataille de Cherbourg. Là, il passe un certain nombre d'années aux États-Unis, on ne sait pas exactement, là il y a un trou un peu dans l'histoire, dans son historiographie, on ne sait pas exactement ce qu'il y fait. Toujours est-il qu'il revient en tant que membre de la CDU et on lui donne la mission de préparer le droit européen, c'est-à-dire les institutions européennes. Il ressort de ses cartons le travail qu'il a fait avec ses camarades fascistes quelques années plus tôt, et dès le traité de la CECA, donc de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, dans son article 9, il pose l'élément central de son travail, à savoir que l'Europe sera dirigée par une commission qui n'aura de compte à rendre à aucun peuple. C'est l'idée centrale de la constitution du traité de la CECA, puis du traité de Rome et des traités qui suivront. En parallèle, un certain Karl Friedrich Ophuls, qui travaille avec Hallstein, juriste nazi également, travaille à écrire les statuts de la Cour européenne de justice. Et ce Karl Friedrich Ophuls, lui, est un spécialiste des brevets. C'est intéressant de savoir que les statuts de la Cour européenne de justice ont été écrits par un juriste nazi spécialiste des brevets. Évidemment, il était à la solde de IG Farben, le cartel de la pharmacie, des pétroles et de la chimie. Mais aujourd'hui, ça prend une autre résonance quand on voit arriver le traité transatlantique. Donc, Walter Hallstein nous impose une constitution dictatoriale. Aujourd'hui, ça ne fait plus de doute. On peut, pour s'en convaincre, lire les traités européens. Vous savez que le traité de Lisbonne est constitué de deux traités. Le traité sur l'Union européenne, qui définit les structures de l'Union européenne, donc les différentes institutions, leurs interactions et le fonctionnement de ces structures, d'une part, et d'autre part le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui, lui, impose la politique de l'Union européenne. C'est-à-dire que dans le traité, il y a la politique qu'on doit mener, une politique ultralibérale. C'est inscrit dans les traités, on n'a pas le choix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gouvernements français changent de main, du PS à l'UMP, ils mènent toujours la même politique. On se demande pourquoi. Tout simplement parce que ce ne sont pas eux qui décident. C'est inscrit dans les traités qu'il faut respecter. Alors l'article 17 du traité sur l'Union européenne, qui définit les responsabilités de la Commission européenne, dit en substance ceci: la Commission européenne a la maîtrise du budget et des programmes. Donc ça, c'est l'exécutif. Ça veut dire en clair, la Commission européenne est l'organe exécutif de l'Union européenne. Elle a le monopole de l'initiative législative. Aucune loi ne peut être proposée sans l'accord de la Commission européenne. Donc, elle concentre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, au mépris du principe de séparation des pouvoirs, cher à John Locke, Montesquieu, Condorcet et d'autres. Elle a un droit de regard sur le judiciaire, sous le contrôle de la Cour européenne de justice, ce qui lui vaut le surnom de gardienne des traités. Elle a la maîtrise du calendrier de l'Union européenne. Vous savez bien que dans une entreprise, par exemple, ce n'est pas l'ouvrier qui décide du calendrier, c'est le patron. Et enfin, et surtout, elle est composée d'individus non élus et qui n'ont de compte à rendre à aucun peuple et qui doivent être totalement indépendants des intérêts nationaux. Alors ça s'appelle un dictateur.
Et d'ailleurs, il ne s'en cache pas, le dictateur. Il le dit lui-même. Après que le mouvement Syriza ait gagné les élections en Grèce, le dictateur, Jean-Claude Juncker, a déclaré « Aucun processus démocratique ne peut remettre en cause les traités européens ». Vous avez bien entendu cette phrase. Aucun processus démocratique ne peut remettre en cause les traités européens. Ça mériterait de faire l'objet du bac philo. Commentez cette phrase et dites si nous sommes en démocratie. On peut faire toutes les démonstrations qu'on veut, le dictateur le dit lui-même. Donc une dictature. Une dictature pour faire quoi? Alors oui, parce que, évidemment, ils n'ont de compte à rendre à aucun peuple. Ils ne sont pas soumis, ils ne doivent être totalement détachés des intérêts nationaux, peut-être pas des Allemands d'ailleurs, peut-être pas de l'Allemagne. Enfin, c'est une autre histoire. Mais ils ont des comptes à rendre quand même à quelqu'un. Ils ont certainement des comptes à rendre à Goldman Sachs, à Monsanto, à BASF, à Bayer, à tous ces gens-là. Je pense qu'ils ont des comptes à rendre à ces gens-là. Mais certainement pas au peuple européen. Et puis donc, je vous ai parlé du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comporte plusieurs articles, nombreux, qui installent une politique ultralibérale en Europe, et en particulier en France. L'article 63, par exemple, dit en substance « Il est interdit d'interdire de délocaliser ». Toute restriction au mouvement de capitaux entre les pays membres de l'Union et entre les pays membres de l'Union et les pays tiers est interdite. Ça veut dire que, et pareil pour les paiements, ça veut dire que si vous avez une usine de vêtements à Clermont-Ferrand et que vous voulez transférer les capitaux de cette usine en Indonésie, ça veut dire fermer l'usine et la reconstruire en Indonésie, eh bien, on ne peut pas vous l'interdire. L'article 32, qui vient le compléter, dit « La politique économique de l'Union européenne doit privilégier les échanges entre les pays membres de l'Union et entre les pays membres et les pays tiers. » C'est-à-dire qu'une fois que vous avez délocalisé votre entreprise en Indonésie, eh bien, l'Union européenne vous incite à avoir des échanges avec l'Indonésie, c'est-à-dire rapatrier les vêtements que vous aurez fait fabriquer là-bas par des gosses payés $1 de la journée et les mettre en concurrence avec les vêtements qui seront fabriqués en France s'il reste encore des usines en France. L'article 121 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne institue ce que l'on appelle les grandes orientations de politique économique, les GOPE. Là, la Commission européenne dicte. Elle fait travailler les autres, le Conseil de l'Union européenne et d'autres institutions, mais elle a la maîtrise pour dicter à chaque pays, en fonction de son cas et de sa singularité, une feuille de route. Une fois que la Commission a avalisé cette feuille de route, elle le donne à l'État en question, elle contrôle que la feuille de route est appliquée et elle sanctionne. La loi Macron n'est rien d'autre que l'application de la feuille de route donnée par la Commission européenne à la France par une directive du 4 juin 2014. Du 2 juin 2014, pardon. Ça n'est rien d'autre que cela. Et Macron n'est qu'un porte-flingue, un collabo comme les autres. À la Libération, normalement, il devrait finir tondu. Et là, nous voyons arriver le traité transatlantique qui va mettre une touche finale à ce beau projet européen qu'on nous a vendu comme un beau rêve, comme un nouveau dépassement vers plus d'universalisme et vers plus d'humanisme. On voit arriver la touche finale avec le traité sur le fonctionnement, avec le traité transatlantique qui arrive.
alors il y a le feu au lac. Il y a le feu au lac. Je voudrais quand même, avant, parler du Front National parce que, évidemment, vous avez compris que ce soit le Parti socialiste ou l'UMP, c'était la même politique. Mais il faut bien que ces deux partis-là se partagent le pouvoir, enfin, l'un après l'autre. Il ne faudrait surtout pas qu'un parti patriotique qui ait l'ambition de sauver la France, qui ait l'ambition de restaurer la démocratie en France, c'est-à-dire la souveraineté du peuple français, arrive au pouvoir. Souveraineté du peuple et démocratie sont synonymes, hein, c'est la même chose. Et la novlangue nous dit, si vous êtes souverainiste, c'est que vous êtes fasciste. Donc la démocratie, c'est le fascisme, la paix, c'est la guerre. Enfin bon. D'où vient ce Front National? C'est intéressant parce que ça touche aussi l'anthropologie. En 1983, il y a une loi qui est éditée, c'est la loi Delors, qui désindexe les salaires de l'inflation. Avant, les salaires étaient indexés sur l'inflation. Une loi de 1983 met fin à ceci. Depuis, cette loi a fait que chaque année, 200 milliards d'euros sont passés de la poche des travailleurs, des salariés, à la poche des actionnaires, des capitalistes. C'est la loi la plus capitaliste qui a été promulguée en France depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à la loi Macron. Donc, clairement, Mitterrand trahit le peuple. Il trahit ceux qui l'ont élu, en tout cas, les classes populaires. Et pour maintenir un clivage gauche-droite, alors je pense qu'il a été conseillé, hein, pour maintenir un clivage gauche-droite, il fait passer ce clivage du thème de la lutte des classes au thème du racisme. On voit monter SOS Racisme. En même temps, Jean-Marie Le Pen est invité à l'émission phare de l'époque, Des paroles et des actes, sur TF1, qui était à l'époque une chaîne nationale, la plus regardée, aux heures de grande écoute, à 20h30. À l'époque, au moment où Jean-Marie Le Pen a été invité à cette émission, le Front National comptait 170 adhérents. C'était un ramassis de nostalgiques du Troisième Reich. Il est invité à l'émission phare de l'époque, l'émission politique phare. Et on fait monter le Front National et SOS Racisme, et on nous dit « la France est raciste ». La peste brune revient. Attention. Alors qu'anthropologiquement, le peuple français n'est pas raciste. C'est dans son histoire, c'est dans plus de 2000 ans d'histoire. La France, le peuple français a toujours assimilé les immigrants. Nous ne sommes pas un peuple raciste. Il y a bien sûr des racistes en France. Ils sont une minorité, c'est la bordure marginale de la courbe de Gauss. Mais fondamentalement, anthropologiquement, le peuple français n'est pas raciste. Et depuis, on nous fait croire que nous sommes racistes. Et depuis 30 ans, on nous dit qu'il y a une percée du Front National. 30 ans qu'il y a une percée du Front National. C'est la blitzkrieg la plus longue de l'histoire. Il n'y a pas de percée du Front National. Le Front National a un plafond de verre. Il ne dépassera jamais 13-14% des inscrits. Alors il pourra arriver au pouvoir le jour où il y aura 75% d'abstention. Mais il ne dépassera jamais. Et au Front National, il y a très peu de racistes. Il y a beaucoup de patriotes égarés. Il y a beaucoup de gens en colère. Mais il n'y a pas beaucoup de racistes, fondamentalement. Parce que le peuple français n'est pas raciste, tout simplement. Alors maintenant, comment s'en sortir? Comment sortir de tout ça? On veut nous faire croire que nous sommes racistes, on détruit nos valeurs, on nous impose des politiques ultralibérales. Par parenthèse, les politiques ultralibérales sont de nature libérale, inégalitaire, c'est-à-dire qu'elles correspondent au socle anthropologique anglais et américain. Et on voudrait nous imposer ça à nous, Français,
qui avons adopté un modèle égalitaire libéral. Comment sortir de tout ça? Il y a aujourd'hui des voies d'espérance, en particulier chez les jeunes. Beaucoup de jeunes ont pris conscience de cela et beaucoup de jeunes veulent sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Sortir de la dictature européenne, sortir de cette monnaie qui ne nous convient pas, qui est une monnaie allemande, inégalitaire, autoritaire, ça ne marche pas. Sortir de l'OTAN qui nous emmène dans des guerres illégales pour les intérêts géostratégiques américains, contre nos propres intérêts géostratégiques et surtout contre nos propres amitiés séculaires. Songez qu'avec la Syrie, nous avons une amitié séculaire. La France est en Syrie, au Liban, depuis François Ier. Il y a des relations culturelles entre la Syrie et la France, de très longue date. Donc aujourd'hui, si je vois une voie d'espérance en France, c'est la jeunesse. La jeunesse se remue. Dans les partis de gauche, les vrais partis de gauche, il y a une scission entre les jeunes et les vieux. Les vieux veulent rester dans l'Union européenne, les jeunes veulent en sortir. Donc, je ne sais pas trop à droite, mais c'est comme ça. Donc, moi, je vois déjà un gros élément d'espérance. Un autre élément d'espérance, c'est que dans l'histoire de France, à chaque fois que la France a failli disparaître, le peuple français s'est retrouvé et s'est réuni pour sauver la France. Donc statistiquement, probabilistiquement plus exactement, il y a des chances que ça se passe encore cette fois-ci. Mais il faut y aller. Ça ne se fera pas tout seul. Ça ne se fera pas tout seul, il faut y aller, il faut mouiller sa chemise. Une autre voie d'espérance, c'est que de plus en plus de mouvements, d'associations ont pris conscience de la situation et petit à petit se réveillent. Le rêve est terminé. Le beau rêve européen, comme tous les rêves, se termine au moment où l'on se réveille. Et d'autant plus que ce rêve est un cauchemar, donc on se réveille plus facilement, plus rapidement quand on fait un cauchemar que quand on fait un beau rêve. Et puis, il y a un parti politique qui s'est créé autour de cette idée de libération nationale, un parti politique ancré fortement, fondamentalement dans nos racines, c'est-à-dire nos racines celtes, nos racines latines, nos racines chrétiennes, nos racines républicaines. Nous avons beaucoup de racines, avec toutes les valeurs qu'elles transportent. Et dans 200 ans, nous aurons peut-être d'autres racines qui se seront rajoutées à celles-là, qui sont en train de prendre racine en ce moment. Donc un jeune parti qui s'est créé, qui est profondément ancré dans notre histoire, dans notre géographie, dans nos valeurs, c'est-à-dire qui accueille des gens de tous les niveaux, de toutes les opinions politiques, de toutes les catégories sociales, de toutes les croyances, de tout ce qui fait la diversité du peuple français, pour sauver la France, pour se réunir, pour se serrer les coudes et sauver la France. Ce parti, c'est l'Union populaire républicaine, qui a été créée en 2007, le 29 mars 2007, par son fondateur François Asselineau, qui en est le président, le jour anniversaire des 50 ans de la signature du traité de Rome, pour sortir la France de l'Union européenne, par l'article 50 du traité sur l'Union européenne, pour sortir la France de l'euro et pour sortir la France de l'OTAN, et appliquer le programme du Conseil national de la résistance, qui est un programme social, républicain et patriotique, qui est un programme qui a réuni la grande majorité des Français en son temps, quels que soient les partis, qui a réuni un grand nombre de partis politiques, toutes les formations de résistance, toutes les organisations de résistance et pratiquement tous les syndicats en son temps. C'est à ce moment-là qu'on a inventé la sécurité sociale.
C'est à ce moment-là qu'on a inventé les retraites par répartition. La France était exsangue. Des villes entières avaient été bombardées, détruites entièrement. Dunkerque, Caen, Brest, Cherbourg, entièrement détruites. Royan, la poche de Royan. 70 000 ouvrages d'art avaient été détruits par les bombardements alliés ou détruits par la résistance. 70 000 ponts. La production industrielle était de 30% de ce qu'elle était dans les années 30. La France était exsangue. Et c'est à ce moment-là que nous avons inventé la sécurité sociale, les retraites par répartition. Et dans les années qui ont suivi, depuis 1945 jusqu'en 1975, en gros, la dette française n'a cessé de baisser. Pendant ces mêmes années où nous redressions la France, où nos parents redressaient la France. Donc aujourd'hui, c'est possible. C'est possible et ça durera moins de 15 ans, ça durera 2 ans, parce que nos infrastructures sont en excellent état, parce que l'école de la République, malgré les coups de boutoir qu'on met dedans, et en particulier la destruction de l'enseignement d'histoire, malgré tout ça, l'école de la République reste d'un bon niveau. Il y a un phénomène de rémanence qui fait que c'est encore bon. Donc on peut se relever. Nous pouvons nous relever. Et quand la France sera gouvernée de nouveau par le peuple français, alors elle pourra porter au monde son message qui est le message de toujours, le message de la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, le message de l'émancipation des peuples, ce qui fait que la France est regardée par le monde entier. Le jour où un parti politique, l'UPR en l'occurrence, arrivera au pouvoir, des drapeaux français flotteront dans toutes les capitales du monde, sauf les États-Unis, l'Allemagne et quelques autres pays. Israël, il y a peu de chance, mais dans toutes les autres capitales du monde, en Amérique latine, en Russie, au Levant, partout. C'est le message d'espoir que je voulais vous donner après avoir brossé rapidement ce qu'était la France, géographie, peuple, un peu d'histoire, pas trop. Après avoir dit quelles étaient les origines de nos malheurs actuels, eh bien, je veux vous dire qu'il y a des voies d'espérance et de salut. Je vous remercie.